Bonsoir à tous. Merci d'abord pour cette présentation. Je remercie à distance Pierre-Yves qui m'a appelé tout à l'heure, effectivement, qui a un petit souci, m'a-t-il dit pas très grave, donc rassurez-vous, mais qui l'empêchait malgré tout de venir et d'être avec nous ce soir. Bon, alors, moi j'ai préparé, alors vous m'en voudrez pas, enfin j'ai préparé, avec le peu de temps que j'avais, un semblant de conférence. Conférence me semble être un grand mot. Je vais vous dire les choses, ça vous paraîtra peut-être un peu décousu. J'en suis à l'avance navré, mais en tout cas, je vais essayer d'être fidèle au thème que j'ai choisi, parce que Pierre-Yves m'a dit « De quoi veux-tu parler ?» J'ai dit « J'ai le sentiment, et je ne suis pas le seul, qu'il y a en ce moment un coup d'accélérateur effectivement mondialiste. » Et on doit le constater, on doit le comprendre, on doit l'analyser, et on doit surtout riposter. Voilà. Et avec la bonne stratégie. Donc, il va y avoir une première partie de mon propos qui sera concentrée sur « Que se passe-t-il ?» et la deuxième partie qui sera sur « Que doit-on faire ?» À mon sens, ça reste mon analyse. Vous en avez peut-être et vous en avez sûrement plein d'autres. On peut en discuter. Voilà. Et ensuite, effectivement, pour ceux qui sont intéressés, il y aura des possibilités de vous procurer, de vous faire dédicacer mon tout nouveau livre, Covid-19, l'oligarchie démasquée, qui est très, très lié au thème qu'on va aborder, évidemment, ce soir, ensemble. Voilà. Alors, il y a effectivement un coup d'accélérateur du projet mondialiste. Je vais faire une distinction qui est un peu artificielle, puisque je vais d'abord parler de... Parce que tout s'entremêle en réalité, tout est lié, mais pour la compréhension générale des choses, pour que ce soit plus clair, je vais d'abord parler, on va dire, de Macron et du niveau national. Ensuite, je parlerai de l'Union européenne et je parlerai évidemment de la crise actuelle, Covid-19, et qui n'est plus simplement une crise sanitaire, qui n'est même pas simplement une crise économique et sociale, qui est une crise fondamentalement politique. Et je ne pouvais pas ne pas en parler quand j'évoque le coup d'accélérateur mondialiste, parce que je pense qu'il y a des liens étroits. Alors vous voyez bien que cette distinction, elle est un peu artificielle, Macron, Union européenne, Covid-19, parce que tout ça, c'est complètement imbriqué. C'est d'ailleurs ce que j'appelle l'oligarchie. On peut aussi revenir sur le terme dans ce livre. Mais je crois que il faut quand même partir de choses très concrètes, il faut quand même essayer de faire simple, sinon après on s'embrume l'esprit et on n'y comprend plus grand-chose. Alors, l'accélération, le coup d'accélérateur mondialiste, du point de vue de Macron, Macron il est là pour ça de toute façon. Il a été mis là pour ça, il a été choisi, je crois que c'était Attali qui disait il a été validé par la finance avec un coup de main des électeurs. Je pense que c'est joliment dit, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est passé comme ça, voilà. On le sait bien, il nous a été vendu comme une marque de lessive. Ça a marché. Le pire, en fait, le plus déprimant là-dedans, c'est que ça ait marché, tout simplement. Mais c'est comme ça, et Macron, il est là pour ça. Bon. Nous avons quand même, depuis ces derniers mois, une accélération de la grande braderie. La grande braderie des fleurons nationaux qui sont effectivement vendus, bradés dans tous les sens. Alors, tout récemment, nous avons eu un nouveau fleuron qui a été bradé, c'est Photonis, pour votre information, qui est spécialiste français, une vraie pépite de la vision nocturne, donc qui a été bradé, un Américain. C'est souvent bradé sous Macron. Alors sous Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande, puis sous Macron, ministre des Finances, c'est l'affaire Alstom notamment, puis sous Macron, président de la République. Dans 90% des cas, j'ai regardé, c'est bradé à des entreprises américaines. C'est quand même intéressant de le savoir. C'est généralement bradé à des Américains. Là, il y en a un nouveau sur la liste, là c'est Aubert et Duval. On ne sait pas encore quel sort il lui sera réservé. Spécialiste des alliages complexes, une belle pépite française, assez ancienne d'ailleurs, et qui est menacée d'être achetée soit par des Américains, soit par des Allemands, soit par des Autrichiens, soit peut-être par un Français qui ne l'est plus tellement. Voilà. Donc ça, pour moi, si vous voulez, il y a eu, là, ces derniers temps... avant, si vous voulez, quand on perdait, je me souviens, moi, du temps de DSK ministre, pourtant DSK, ce n'est pas une référence patriotique particulière, bon. Mais ceci dit, quand DSK était ministre des Finances de Jospin, je crois que c'était en l'an 2000 ou en 99, on devait vendre Orangina. C'était français, et ça allait être acheté, je crois, par Coca-Cola ou Pepsi-Cola, je ne sais plus lequel des deux, et c'était une affaire nationale. Ça faisait du bruit, et on en parlait pendant 3 mois. Et pourtant, ce n'était pas particulièrement stratégique. C'était symbolique, sûrement, mais ce n'était pas stratégique. Et ça a été... Alors, le ministère est intervenu. Je ne sais pas, la session s'est faite finalement, mais ça a été plus compliqué que prévu. Là, si vous voulez, en quelques mois, sans même qu'on en parle vraiment,
vous avez un article des Échos, bon, vous avez comme ça énormément de très grandes boîtes ou même de pépites, de jeunes pousses, mais très prometteuses françaises, qui ont été bradées sans même qu'on en parle. Ça ne fait plus débat. Ça ne fait même plus débat. Pour des entreprises pourtant autrement plus stratégiques qu'Orangina. Alors, deuxième signe, c'est l'accélération de la soumission à l'Allemagne. Alors, Pierre-Yves n'est pas là, bon, ça c'est une partie qu'il aurait bien aimé, parce que je sais qu'il est très, comme moi, centré sur cette idée que l'Allemagne, non pas le peuple allemand, mais l'Allemagne est un gros problème pour la France. Enfin, en tout cas, la réaction des gouvernements, la soumission des gouvernements français à l'Allemagne est un des gros problèmes de la France. Si vous voulez, on a le sentiment véritablement ça s'accélère. Je vous donne un seul exemple très récent, une petite anecdote, mais vous savez, Macron nous a joué l'air depuis l'été 2019 qu'il était opposé, qu'il allait bloquer le traité Mercosur-Union européenne, hein, parce qu'il pense à l'Amazonie, parce que Bolsonaro est vraiment un salaud, etc. Donc il a pour 1000 raisons, il veut bloquer, soi-disant, l'accord Mercosur, l'accord de libre-échange, qui en fait avance, évidemment. Mais vous avez eu un retournement des autorités françaises ces derniers jours, qui finalement ont dit on va quand même pas mettre à la poubelle, je cite les mots, on va pas mettre à la poubelle 10 ans de travail, donc on va sûrement faire quelque chose quand même, on va essayer d'y intégrer les accords de Paris, blablabla. Et en fait, celui qui a annoncé ce revirement, c'est Franck Riester. Alors pour moi, j'en étais resté à ministre de la Culture, mais non, en fait, maintenant, il paraît qu'il est ministre du Commerce extérieur. Donc je ne le savais pas. Et il a dit ça depuis Berlin. Vous voyez ? Donc sous la surveillance de son homologue allemand, c'était quand même pour moi très significatif. Troisième exemple de destruction, si vous voulez, d'avancée mondialiste et de destruction de l'État-nation, parce que c'est la même chose, destruction de la France en ce qui nous concerne. C'est une loi dont vous allez, j'espère, un peu entendre parler. Moi, je vais bientôt en faire une vidéo complète, très détaillée, parce que c'est une loi fondamentale. C'est la loi qui veut faire exploser la France. C'est la loi 3D, pour différenciation, décentralisation, déconcentration. C'est une loi, il faut vous y intéresser. C'est la première fois, en fait, depuis 250 ans dans l'histoire de France, qu'il y aura des lois, je ne parle pas de règlement, des lois, donc du domaine législatif, qui pourront être adaptées selon les territoires sur le territoire français. Ça, c'est l'aspect différenciation. Et c'est une loi qui est en train clairement d'avancer. Il y aura une loi organique. Alors Macron ne pourra pas faire sa révision de la Constitution, mais il fera quand même une loi organique. Et tout le monde est en train de s'y rallier, les Républicains, le PS, etc. Et ça, il faut l'étudier absolument de près. Vous avez derrière tous les mouvements séparatistes, hein, vraiment pas simplement régionalistes, séparatistes, qui poussent à fond pour cette loi. Et vous avez un dernier exemple national que je vais vous donner, c'est la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes au courant qu'on vote là, qu'ils votent dimanche prochain? Deuxième référendum. Vous savez ce que prévoient les accords de Nouméa? Tant qu'il n'y a pas indépendance, on peut faire jusqu'à 3 référendums. Voilà. Par contre, si ils avaient fait le choix de l'indépendance tout de suite, il n'y avait qu'un seul référendum. Alors le premier, Dieu merci, les indépendantistes ont perdu 56,5% contre 43,5%. Là, vous avez le deuxième. Et vous savez, ils ont gelé les listes électorales. Donc vous avez pas mal d'électeurs, en fait tous ceux qui sont pour le maintien dans la France, qui n'ont pas le droit de voter. Hein, ce qui est une situation unique et inique dans la République française, mais c'est comme ça. Et donc, il faut quand même surveiller de près. Mais même là, si on gagne encore, j'espère qu'on va gagner, il y aura encore un référendum ensuite. Voilà. Avec évidemment pression étrangère, notamment pression chinoise forte, hein, puisque ça fait partie de l'ère d'influence chinoise, mais également australienne, pour que la Nouvelle-Calédonie prenne, et puis prenne son indépendance. Des tribunes, j'ai vu une tribune hier dans le journal Le Monde, absolument hallucinante, une tribune d'une complaisance dingue, ça vous surprendra pas. Hein, vous savez, De Gaulle parlait déjà de l'immonde pour Le Monde, donc ça n'a pas changé. Hein. Ça a toujours été un journal vraiment contre la France, hein, clairement. Et là, donc, c'est une tribune extrêmement complaisante donnée aux indépendantistes calédoniens. Bon. Ça, c'est pour, si vous voulez, quelques exemples. Alors, je pourrais donner du plus symbolique. Première année, par exemple, on ne fait pas le défilé militaire, par un vrai, en tout cas aux Champs-Élysées, du 14 juillet. Alors, on nous dit c'est sanitaire, etc. Je ne vois pas le rapport. Je ne vois vraiment pas le rapport. J'y vois, moi, du symbole, si vous voulez. Il faut bien qu'ils s'attaquent. Vous savez, c'est anachronique aujourd'hui dans le mondialisme, ce genre de défilé. Mais je dirais même l'armée française, la dissuasion nucléaire, c'est anachronique, vous le sentez bien. Le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU de la France, c'est anachronique. Pour nous, c'est tout à fait normal et ça doit être préservé. Pour eux, c'est anachronique. Et pour Macron, je peux vous assurer, je suis presque certain, si j'étais une nanoparticule dans sa tête, je pense que je verrais qu'il pense que ça fait partie du passé, que ça n'est pas normal que la France ait un siège
permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, il adorerait le partager à minima avec l'Allemagne ou le transformer en siège de l'Union européenne, ce que demande évidemment l'Allemagne tout le temps, en permanence. Et vous avez vu d'ailleurs Cohn-Bendit a proposé la fusion entre la France et l'Allemagne et a tout de suite précisé que donc le siège de la France à l'ONU passerait évidemment à l'Union européenne au passage. Bon. Mais j'y vois moins un symbole, la fin de ce défilé, et je ne suis pas certain qu'on nous le remettra, en vrai, le vrai, vous voyez. Généralement, quand ils obtiennent quelque chose, on ne revient pas en arrière. La défense nationale n'est pas dans le plan de relance, par exemple. Contrairement à ce qui avait été annoncé encore en juillet dernier, la défense nationale, il n'y a pas un euro dans le plan de relance. Ça aussi, j'y vois quelque chose d'assez fort. Bon, et puis, du point de vue du symbole, c'est la langue française malmenée en permanence. Mais ce n'est pas totalement un hasard non plus. Quand les autorités ministérielles et jusqu'au chef de l'État utilisent maintenant à foison les anglicismes, c'est pas total, ça n'est pas simplement l'ère de l'époque, c'est très politique. C'est extrêmement politique. Si eux ne défendent pas la langue française, qui le fera? Personne, évidemment. Alors ça m'a fait d'autant plus tiquer que est ressorti un peu par hasard sur les réseaux sociaux et je l'ai partagé. Vous avez vu cette note qu'avait envoyée le général de Gaulle à son ministre de la Défense, son ministre des Armées, en disant je suis peiné de voir qu'un nombre croissant de termes anglais sont utilisés dans le domaine de la défense nationale alors qu'il existe des termes français. Je vous saurai donc gré de bien vouloir remplacer chaque fois que c'est possible le terme anglais par un terme français. Et De Gaulle avait ajouté à la main, à côté de chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire dans tous les cas. Voilà. Bon, bah ça, c'est un chef d'État. Vous voyez, ça, c'est un président de la République française. Et ce n'est pas du tout anodin que la langue. Hein. La langue, c'est le cœur nucléaire de l'identité d'un peuple et de sa manière de voir et de concevoir et de penser le monde, hein, penser les choses. Bon. Alors, du point de vue de l'Union européenne, alors, grosse avancée, on en a un peu plus parlé, mais bon, c'est l'accord de Bruxelles du 21 juillet, qui fédéralise une partie de la dette publique, et qui a un but vraiment affiché, qui est plus qu'économique, qui est là aussi très politique, c'est de créer l'impôt européen. Vous savez, qui crée l'impôt vraiment est un État. La monnaie est une des grandes marques d'un État, mais l'impôt, c'est une marque aussi supérieure d'un État. Et ça, c'est pas du tout non plus anecdotique ce qui s'est passé. Et c'est passé quand même facilement. Alors peut-être que quelques pays de l'Est, j'ai vu que la Hongrie, et je ne sais plus lequel, remuaient un peu contre cet accord. Je crains simplement qu'en fait, ils essaient de négocier pour avoir un peu plus d'argent. Je pense que c'est juste ça. Je pense malheureusement qu'il n'y a pas de volonté de résister, de mettre à bas cet accord. Mais en tout cas, la France est vraiment le pays qui a le plus... Alors certains ont dit Macron s'est fait avoir. Non, non, il ne s'est pas fait avoir. Non, non, c'est tout à fait volontaire. C'est tout à fait volontaire. Évidemment, on va s'engager sur 100 milliards pour en récupérer 40. On perd notre souveraineté fiscale encore un peu plus. Mais évidemment, ce n'est pas qu'on s'est fait avoir. C'est une volonté délibérée de construire ce qu'il appelle la souveraineté européenne, si vous voulez. Et donc, il faut bien le voir comme un acte éminemment politique. Alors, plus récemment, dans un autre domaine, vous avez le pacte pour la migration aussi, qui a été présenté par la sémillante Ursula von der Leyen, hein, le 23 septembre, et qui fait avancer là, les droits des migrants. Alors, ils ont profité, en fait, ils ont vraiment profité. Ils ont surfé sur l'incendie de Moria, vous savez, d'un camp de migrants sur l'île de Lesbos en Grèce, pour refourguer ça le plus vite possible. Bon, enfin, vous verrez dans le détail, j'en ai fait une vidéo, mais ce pacte pour la migration, c'est encore plus de regroupement familial. Voilà. Et vous savez très bien que l'arme migratoire, elle est utilisée aussi pour la dilution des identités nationales et pour la pression à la baisse sur les salaires et sur la question économique et la question sociale. C'est les deux armes de la migration, elles sont évidemment là. Alors, vous avez aussi les accords de libre-échange qui avancent beaucoup. On parlait du Mercosur tout à l'heure. Mais il faut savoir que ces 10 dernières années, il y a 15 grands accords de libre-échange qui ont été passés par l'Union européenne. 15. C'est la zone au monde très largement en tête dans les accords de libre-échange. Et ça s'est considérablement accéléré là en une dizaine d'années. Alors, l'Allemagne a dit, puisque en ce moment on est sous présidence allemande, enfin on est un peu sous présidence allemande permanente en réalité, mais là c'est officiel, on est sous présidence allemande du Conseil de l'Europe jusqu'au 31 décembre, pour 6 mois donc, et l'Allemagne a dit on fait de ces accords de libre-échange une grande priorité de ces 6 mois. Donc ils veulent faire avancer et finaliser Australie, Nouvelle-Zélande, ils veulent reprendre les négociations avec l'Inde,
Ils veulent absolument avancer sur le Mercosur. Le ministre allemand des Finances l'a redit, même si Merkel avait été un peu plus dubitative en août. Là, ils sont repartis à fond avec la Commission derrière. Et donc, je vous dis, la France qui s'est à moitié ralliée déjà. Ils veulent vraiment, vraiment avancer. Et ça aussi, donc, si vous voulez, c'est vraiment une avancée du mondialisme parce que c'est tellement contradictoire avec tous les discours sur l'écologie, avec tous les discours sur la relocalisation et le rapatriement par ailleurs de la production nationale que nous tient Macron là depuis le confinement. Et il nous parle que de ça. Hein. On a même ressorti Bayrou du placard non mais je veux dire pour recréer un pseudo-plan quoi. Enfin je veux dire un plan avec Bayrou quoi. C'est un mauvais plan. Hein. Je veux dire non mais c'est quand même hallucinant. Et à côté de ça, ils vont multiplier les importations qui viennent. Ils ont fait le Vietnam et le Mexique pendant le confinement, hein, comme un pied de nez à tous les discours de Macron. En fait, c'était amusant parce que c'était le même jour généralement. Quand Macron disait rapatriement, le jour même, l'Union européenne signait un accord de libre-échange. Mais comme un espèce de pied de nez, vraiment, c'était amusant. Enfin, amusant. C'était en tout cas flagrant. Et puis, ils ont fait le Mexique, etc. Bon. Alors, j'en viens au Covid. D'abord, ce que je viens de dire là n'est pas sans lien avec le Covid. Je vous ai parlé du défilé du 14 juillet. C'est motivé, souvenez-vous, par des raisons sanitaires. L'accord du 21 juillet, c'est motivé par la crise économique liée au Covid. C'est le plan de relance de l'Union européenne. Et donc, ils en ont profité pour faire avancer en fait un truc qui était dans les tiroirs depuis très longtemps, c'est-à-dire une fédéralisation en partie de la dette et l'impôt européen. Mais ils ont surfé sur crise économique liée au confinement, au coronavirus, etc., pour avancer en ce sens. Là, ils vont également, et ils ont explicitement profité de ce Covid pour avancer sur un de leurs vieux projets également, qui est l'Europe de la santé. Alors, l'Europe de la santé, ce n'est pas votre santé à vous, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est l'Europe de la santé, de la bonne santé des grandes multinationales de la pharmacie. C'est ça, l'Europe de la santé. Et quand vous lisez d'ailleurs les projets réels de l'Union européenne, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'amélioration de la santé au quotidien ou du service public de la santé, pas du tout. L'Union européenne, je vous le rappelle, c'est celle qui a demandé à 63 reprises aux États membres depuis 2011 de baisser leurs dépenses de santé. Et elle n'a aucune intention de changer sa ligne de conduite là-dessus. Non, c'est vraiment d'offrir un marché, si vous voulez, plus important, plus intégré à ces grands groupes, et par ailleurs de faire entrer plus qu'elles ne le sont aujourd'hui introduites, notamment dans des marchés comme la France, où il y avait quand même cette notion issue de l'après-guerre, du CNR, de solidarité, des grandes assurances privées dans le domaine de la santé qui représentent des trillions d'euros, des milliers de milliards d'euros. C'est un domaine gigantesque. Sachez que les dépenses en France, le budget social, c'est un budget très largement supérieur au budget de l'État. Donc ce sont, pour des groupes privés d'assurance qui s'occupent de votre santé, des gâteaux, des marchés, des parts de marché à conquérir. Et l'Europe est là pour ça. Hein. Dès qu'il y a un marché à privatiser ou à offrir, l'Europe est là, évidemment, pour faire le boulot. Derrière, vous avez eu quelques chèques qui ont été faits, quelques pots de vin qui ont été versés. Parce que croyez pas que ça se passe autrement, ça se passe exactement comme ça, au niveau de tous ces gens-là qui ne sont pas élus. Et puis, vous avez les lobbies, ou qui sont élus d'ailleurs. Et puis, vous avez les lobbies derrière qui tiennent la main des commissaires, qui écrivent littéralement les directives. Ce n'est pas une légende. Hein. On sait que le traité de Maastricht, 92, il a été écrit à 80% par des lobbies. On a eu les décalques, on a vu les deux versions, c'est les mêmes mots, les mêmes phrases. Donc, ils sont là pour ça. Bon. Donc, ils vont profiter aussi du Covid pour ça. Alors, le Covid, il fait avancer aussi le projet mondialiste clairement aussi, parce que les confinements ont eu pour effet premier de rincer les indépendants. Et là, ce qu'ils sont en train de refaire à Marseille, etc., qui ça met à terre en premier? Restaurateurs, barman, discothèques, artisans, c'est-à-dire tous les indépendants, en fait. Tous ceux qui étaient au cœur de la première mobilisation, la première génération, on va dire la vraie, des Gilets jaunes. Tous ceux qui font qu'à un moment, ça bascule ou pas. Est-ce qu'ils s'engagent? S'ils s'engagent, ça peut basculer. Quand ils sont plus là, on retombe dans les manifs de la CGT, quoi. Vous voyez toute la différence? Donc, ils sont rincés. Et en échange, qui se goinfre comme jamais?
Même pas les multinationales, non, les quelques globales, on va dire, les très très grands, Amazon, et ça, GAFA, mais un peu plus que GAFA, mais ceux qui vraiment ont une capacité à remplacer ces marchés-là, à pourvoir à tous les besoins en un clic, voyez, et on voit bien que ce soit voulu ou pas, c'est la conséquence, en tout cas, de cette crise. C'est comme ça que ça se passe. Et on le voit et on le constate. Il est évident que même nos paysages urbains et les paysages de nos communes, les paysages de nos villages vont être modifiés. Vous avez évidemment des cafés qui ne rouvrent pas ou qui devaient fermer. Bon, ça a précipité la fermeture ou la faillite des restaurants, y compris dans Paris, hein, y compris dans des métropoles, et qui vont être remplacés évidemment par quoi? Par des chaînes. Bien sûr, dans 90% des cas. Donc ça va modifier, si vous voulez, y compris notre manière de consommer, nos paysages, voilà, la France. Bon. Et puis, évidemment, je ne peux pas parler de cette crise du Covid sans parler de l'impact sur nos libertés. C'est une atteinte sans précédent, y compris en temps de guerre. On n'a jamais confiné des populations, même en temps de guerre. On n'a jamais, comme ça, fermé des écoles pendant des mois. Jamais. On n'a jamais demandé... moi, je discute avec des boîtes qui nous ont dit mais nous, ça fait 120 ans qu'on a un service. On a traversé, nos parents, nos grands-parents, et ça, ont traversé les 2 guerres mondiales. Ils n'ont jamais fermé. Là, on a dû fermer. Vous voyez ? Les atteintes aux libertés, c'est évidemment les interdictions de manifestations, de rassemblements. J'ai vu qu'un arrêté donc, a été pris par le préfet allemand. Lui, il n'a pas besoin de masque avec sa casquette, il la met comme ça et ça fait un masque, sa grande casquette. Mais le préfet allemand, il a pris un arrêté pour interdire, par exemple, la diffusion de musique sur la voie publique de 22h à 6h du matin à Paris. Alors je cherche le lien. Alors on me dit oui, mais parce que s'il y a de la musique, il va y avoir des rassemblements, et donc il va y avoir des contaminations, etc. Oui, on peut. Alors à ce moment-là, avec ce genre de raisonnement, si vous voulez, tiré par les cheveux, on peut tout justifier, bien sûr. Toute activité peut entraîner potentiellement un contact entre 2 personnes qui peuvent donc se contaminer. On est d'accord. Donc on peut tout interdire. Vous voyez ? Et en fait, les mesures qui sont prises, de plus en plus, on voit plus bien le lien avec le sanitaire. On ne voit plus vraiment le lien. Mais il y a une ministre ce matin qui a craché le morceau sur Europe 1, la ministre des Sports. La ministre des Sports, elle a dit cette phrase, texto. Je vous la cite texto. Non, mais les mesures maintenant qui sont prises ne sont plus en lien avec la circulation du virus. Ah, mais avec quoi alors? Non, mais parce qu'il faut nous le dire, parce que... Voilà. Bon, elle, je pense qu'elle s'est pris une avoinée cet après-midi. On lui a dit, s'il te plaît, sois plus maligne que ça. Bon. Bon, en même temps, voilà, elle est au sport, elle n'est pas... Bon. Non, mais... Non. Et donc voilà, si vous voulez... Alors, c'est une société de la surveillance un peu qui se met en place, si vous voulez, de la gestion de bétail. Hein, c'est la gestion de troupeaux, quoi. Et ce qui est presque le plus inquiétant là-dedans, c'est l'absence de réaction. Moi, je trouve que mais ça se comprend. Vous savez, la peur, ça crée de la sidération, ça noie les neurones physiquement, hein, si vous voulez, d'émotions. Et plus vos neurones sont noyés, bah, moins vous comprenez, quoi. Mais en plus, vous avez des gens qui avaient déjà des difficultés psychologiques, voire parfois graves, avant le confinement. Et le confinement, ce qui montre le caractère irresponsable aussi de vouloir reconfiner. Là, j'ai même vu 2 prix Nobel d'économie qui voulaient reconfiner préventivement les Français, hein, pour qu'on puisse passer un bon Noël. C'est gentil, vous me direz. Normalement, Noël, en ce moment, a plutôt mauvaise presse. Il y a des maires qui veulent couper les sapins de Noël, etc., qui veulent les supprimer. Eux, au moins, ils pensent à nous, ils pensent à nos cadeaux sous le sapin. Mais je trouve ça bizarre quand même. Je trouve ça même dingue, en fait, de vouloir confiner la France pendant 3 semaines. Et ils ont fait une tribune dans Le Monde pour le dire, quoi. Et en fait, face à ça, normalement, vous auriez lu, n'importe quel Français aurait lu cette tribune il y a un an, et ce truc,
confinement préventif, c'est-à-dire on boucle, littéralement on vous assigne à résidence, on assigne à résidence 67 millions de personnes pendant 3 semaines, quoi. Et les gamins vont plus à l'école, et tout ça est fou, avec les conséquences sanitaires désastreuses derrière, hein. Parce que c'est des réflexions à court terme, ces histoires. Évidemment, derrière, vous avez des conséquences économiques, sociales, culturelles, éducatives, tout ce que vous imaginez, politiques, mais vous avez aussi les conséquences sanitaires. Et est-ce qu'on est du côté du gain? J'en suis pas certain du tout. Toutes les maladies qui ne sont plus diagnostiquées, qui sont mal traitées, qui ne sont pas suffisamment suivies, etc. Bon. Mais alors, les gens, voilà, donc il n'y a pas... Alors, il faut dire, en même temps, les gens, ils se prennent tout sur la figure en même temps, hein. Ils se prennent ça, cette sidération, parfois le chômage, vous voyez, la faillite, ou le chômage de la conjointe ou du conjoint, les gamins à gérer parce qu'ils ne vont plus à l'école, la crainte parce qu'il y a des clips gouvernementaux horribles qui passent à la télévision, la crainte de tuer grand-mère en lui faisant un bisou. Vous voyez, non mais ça fait cauchemarder tout ça. Et c'est certain que ça a un impact. Voilà. Donc voilà. Mais vous savez, Hannah Arendt avait bien, j'ai mis la citation complète dans le livre, mais enfin, Hannah Arendt avait expliqué tout ça. Elle disait, vous savez, un peuple, pour le faire obéir, il faut lui donner des ordres et des contre-ordres en permanence. Il faut lui faire tourner la tête comme ça. Comme ça, au bout d'un moment, il n'y comprend plus rien. Et comme il n'y comprend plus rien, il ne cherche plus à comprendre. Et quand vous ne cherchez plus à comprendre, vous faites quoi? Vous obéissez. C'est comme ça. Bon, alors la riposte. Après ce tableau. Alors, d'abord, tout ne dépend pas de nous, premièrement. Notamment, il y a un événement extrêmement important qui aura lieu en novembre. Il faut vraiment prier pour que Trump l'emporte. Hein. Et vraiment, je vous le dis parce que... Alors, tous ceux qui ont des réserves sur Trump, il est trop grossier ou je sais pas quoi, on s'en fout, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Non, il faut qu'il gagne, véritablement. Parce que des alliés, enfin moi il ne me connaît pas, hein, mais des alliés, je veux dire, les alliés de notre cause, il n'y en a pas 36 dans le monde. Hein. Donc, généralement, on leur fait plutôt la chasse. Hein. Où on les bombarde préventivement. Hein. Mais donc, si vous voulez, il faut... Lui, c'est plus compliqué de le bombarder. Donc, si vous voulez... mais il est en guerre chez lui. Hein, bon. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment prier pour qu'il gagne. Voilà. On ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas les moyens de l'aider. Bon. Mais il est quand même suffisamment intelligent et charismatique pour pouvoir, je pense, remporter le morceau. Je le souhaite vraiment ardemment, en tout cas. Bon. Ça ne dépend pas de nous. Mais c'est très important. Alors après, si vous voulez, chez nous... La riposte. Alors la riposte d'abord, c'est toujours de regarder qu'est-ce qu'attend l'adversaire. Bon, prenons l'adversaire Macron. Qu'est-ce qu'il attend? De quoi dit-il qu'il a peur? Vous pouvez être sûr qu'il n'en a pas peur. Alors moi j'avais vu une fois, c'était il y a quelques semaines, une tribune, non pas une tribune, un article, un indiscret un peu long dans Le Monde. Ça passe souvent par Le Monde, hein, généralement le JDD, ça dépend. Un indiscret qui disait, voilà, les conseillers au cabinet de Macron craignent un Hanouna ou un Bigard ou un machin. Bon. Quoique les deux, je ne les mets pas tout à fait sur le même plan quand même. Hein. Mais, donc vous pouvez être certain que ça, c'est ce qu'il veut. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui s'est confié à un journaliste du Monde pour dire on en a peur, c'est qu'il le souhaite. Deuxièmement, si il pousse tellement, voire parfois il met en survie artificielle le RN, c'est qu'il ne le craint pas. Et d'ailleurs, il n'a aucune raison de le craindre. Hein. Il suffit de faire de l'analyse électorale de base, ça prend 2 secondes. Vous regardez les résultats du RN dans la dernière séquence électorale depuis 2019 européenne, municipale, puis maintenant les sondages régionaux qui montrent une baisse entre 30 et 40% sur toutes les régions par rapport à 2015, pour voir qu'il n'est pas mathématiquement possible que Marine Le Pen l'emporte, puisqu'elle est dans une séquence électorale en net reflux par rapport à la séquence électorale passée, et que c'est la première fois que ça se produit depuis 10 ans. Nous n'avions jamais perdu, quand j'y étais, nous n'avions, ben, c'est pas moi, hein, mais nous n'avions jamais eu une seule élection sans faire un score qui ne soit pas meilleur que le précédent. Jamais, ça ne nous était jamais arrivé. Là, ça n'est que ça, baisse permanente. Et y compris les dernières partielles dimanche dernier, où au mieux, ils ont refait leur score de 2017, alors que nous, on faisait systématiquement au partiel x2 ou x3. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire que tous ceux qui pensent encore que non, ça ne marchera pas, et de toute façon... Moi, j'ai écouté les derniers discours de Marine Le Pen, notamment à Fréjus. Elle a prononcé en 45 minutes une fois le mot Union européenne, une fois, pour dire qu'il fallait respecter le principe de subsidiarité. Moi, le principe de subsidiarité, c'est ce qu'on m'apprenait quand j'étais au CM2, et on me disait que c'était le principe officiel de la CEE, donc l'ancêtre de l'Union européenne. Donc c'est un principe européiste. Voilà. Ce n'est pas un principe de souverainiste.
Donc j'ai dit c'est du souverainisme dilué 15 fois, et encore j'étais sympa. C'est peut-être 40 ou 45 fois. Oui, Philippe? Elle l'a prononcé 2 fois. Ah, pardon. J'ai écouté à la suite, tu l'avais dit. En fait, il ne faut pas déléguer à l'infini, nos pouvoirs à l'Union européenne. On peut en déléguer beaucoup, mais pas l'infini. On peut mettre beaucoup, mais pas l'infini. Voilà, ok. Bah, jusqu'à l'infini, elle a de la marge, hein, tu me diras. Bon. Donc, on peut aller loin. Bon, enfin, je vous le dis, je ne parlerai plus du RN, je vous l'ai dit une fois, voilà. Mais simplement parce que ça rentre dans les scénarios voulus par Macron. Donc, voilà. Donc, on sait que ce n'est pas ça. Il ne peut jamais repasser du côté souverainiste, le RN. Non. Non, c'est des questions de rapport de force et de... Non, mais c'est des questions de personnes et de... Je ne vais pas vous expliquer de tout ce qui s'est passé depuis 2015, 2016, 2017 et à quel point tout a changé au niveau de la direction du RN. Mais c'est juste impossible, en fait. Justement, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé cet été? D'accord. Ouais, mais retenez là. Alors, donc, il faut surprendre. Il faut surprendre. Il ne faut pas être dans un scénario écrit par celui qui tient les rôles, quoi. Voilà. Parce que Macron est un personnage et en même temps, il est scénariste. Donc il y a un biais, si vous voulez. Donc, il faut surprendre par rapport à ça. La deuxième chose, ça, j'en suis intimement persuadé, mais je vous dirai ce que ça veut dire surprendre à mon sens après. La deuxième chose, et ça, j'en suis vraiment persuadé, vraiment persuadé, je pense qu'aujourd'hui, il faut être dans une forme de radicalité. Je m'explique sur ce que veut dire radical. Radical, ça ne veut pas dire violent ou quoi que ce soit, ça veut dire aller à la racine des choses. Ça veut dire qu'il faut être intransigeant. Nous sommes dans une époque radicale. Les problèmes auxquels nous faisons face sont radicaux. Nous avons face à nous des gens qui sont dans une forme de radicalité totale dans leurs projets. Nous ne pouvons donc pas être mous, conciliants ou à moitié. On doit être complet. On doit être 100%. Et si on veut en plus réveiller les Français qui ne le sont pas encore, Dieu merci, il y en a quand même un, mais ceux qui ne le sont pas encore, on ne va pas les réveiller avec de l'eau tiède. Voilà. Donc je pense qu'il faut être clair, net, sur ce qui ne va pas et sur ce qu'il faut faire. J'ai mis là-dedans, en fin de livre, un programme de salut public. Je pense qu'on en est là. C'est un programme de salut public, on pourrait dire un programme de salut national, comme vous voulez. Il faut en arriver à quelque chose de clair, net, précis. Je vous signale qu'il y en a un qui l'a fait, il ne faut pas comparer, hein, mais il y en a un qui l'a fait aux États-Unis, c'est Trump. Hein. Il n'est pas arrivé comme ça sur la pointe des pieds. Hein. Il a dit des choses qu'on n'avait pas entendues là-bas depuis très longtemps. Hein, et il a assumé. Voilà. Alors, il avait beaucoup de force que nous n'avons pas. Donc, il ne faut jamais comparer. Parce qu'il était quand même le candidat d'un parti investi, malgré tout, et il avait sa fortune personnelle, ce qui est fondamental. Bon. Mais, au-delà de ça, il a gagné aussi parce qu'il a du talent et parce qu'il a eu cette stratégie qui, à mon avis, était la seule valable. Donc ça, c'est mon opinion. Regardez d'ailleurs en Europe les mouvements qui ont eu le vent en poupe il y a quelques années, dont on disait qu'ils allaient permettre de réformer l'Europe de l'intérieur et puis on allait passer à autre chose. Tous, sans exception, ils se sont plantés ou ils ont trahi, tous. L'Autriche, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui Je vous signale que la Commission européenne estimait que le FPO, là-bas, faisait 100%, je cite Juncker, 100% de ce que demandait la Commission européenne. Les Pays-Bas, ça s'est dissous, ça n'a rien donné. L'Italie, il est parti en août 2019, il a cru qu'il allait capitaliser, depuis ils ont perdu 15 points, quoi. Et aux dernières régionales, Fratelli a beaucoup progressé, la Ligue a beaucoup baissé. Et en réalité, le temps où ils ont eu le pouvoir pendant à peu près 14 mois, du point de vue de l'immigration, les chiffres n'ont pas baissé. Il a arrêté médiatiquement des bateaux, mais l'immigration, 95% de l'immigration ne vient pas par les bateaux, elle vient par le regroupement familial, par l'asile classique, etc. Et ça ne se voit pas. Parce qu'il est resté dans l'Union européenne et dans Schengen. Et puis, du point de vue économique, ça n'a vraiment rien donné parce qu'ils étaient dans l'euro, quoi. Et tant que vous êtes dans l'euro, vous êtes de toute façon pieds et poings liés. Et vous faites la politique qu'on vous dicte. Même si vous pensez...
même si vous êtes animé de bonnes intentions, et je ne remets pas en cause les bonnes intentions de Salvini, etc., je pense que, et de gens que je connais très bien, qui sont au Sénat ou à l'Assemblée nationale italienne, qui sont des gens magnifiques, qui se battent avec conviction, qui sont très patriotes italiens, mais ils savent eux-mêmes qu'ils peuvent strictement rien faire dans ce système. Voilà. Donc si vous voulez, tout ça, ça n'a rien donné. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut maintenant être clair. En revanche, il y a un pays, on verra ce que ça donne. On reprend rendez-vous dans 2 ans. Hein, à tout niveau, on verra ce que ça donne. Il y a un pays qui est sorti, mais il est sorti, c'est le Royaume-Uni, évidemment, par le Brexit. Et vous avez bien vu qu'il n'a pas tenté une réforme intérieure, etc. Il est sorti, point barre. Ça a été dur, ça a été compliqué. On lui a mis 1000 bâtons dans les roues et ça continue. Mais il l'a fait. Et c'est le seul exemple. Il n'y a aucun exemple en Europe de réforme intérieure de l'Union européenne. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a par contre maintenant un exemple de sortie. Donc si vous voulez, le bilan, c'est 1-0. Hein, pour tous ceux qui nous disent la meilleure stratégie, c'est peut-être quand même de dire qu'il faut réformer de l'intérieur. Non, politiquement, 0. De l'autre côté, 1. Voilà. Moi, je constate pragmatiquement les choses. Il y en a un qui a réussi, les autres, ils n'y arrivent pas. Donc, je pense que c'est quand même le plus important. Alors, qu'est-ce que c'est que surprendre? Je disais surprendre. Surprendre, c'est faire ce qui n'est pas attendu de nous. Ce qui est attendu de nous, c'est qu'on voit le gris-gris de 2022 et que tous, avec les égos, etc., on y aille, quoi. La langue pendante. Parce que c'est vrai que quand on est candidat en 2022, vous imaginez, vous avez 5 semaines de surmédiatisation. Vous faites le 20h de TF1 si vous êtes candidat. Tout le monde fait le 20h. M. Minad a fait le 20h de TF1. Tous les candidats font le 20h de TF1. Et non, mais ce que je vous dis là, malheureusement, je vous assure que c'est la raison numéro 1 de la candidature de 90% des gens. Numéro 1. Voilà. Je le sais. Faites-moi confiance. Donc, ça, voilà, c'est le petit truc. Donc, ça sert... Ça, c'est faire ce que veut Macron. Alors, ce que veut le système, l'oligarchie au-delà de Macron. C'est ça. Voilà. En plus, il y a quelque chose, et ça, on ne peut pas en vouloir vraiment, c'est comme ça que c'est organisé. Là, en France, le système du financement des partis politiques dépend du score que vous faites aux élections législatives tous les 5 ans. Or, aujourd'hui, les législatives sont dans la traînée de la présidentielle. C'est vraiment comme ça, depuis l'inversion du calendrier sous Jospin, etc., c'est comme ça. Et en plus, le quinquennat, donc c'est... Maintenant, les dynamiques des législatives dépendent intégralement de la dynamique de la présidentielle. Donc si vous voulez espérer faire le score suffisant pour passer la barre, pour avoir de l'argent public qui vous permet à peu près de vivre, ou de survivre pendant 5 ans, vous faites le calcul assez facile qu'il faut donc être candidat à la présidentielle pour avoir l'effet d'entraînement suffisant. Voilà. Donc ça nous amène à ça. Donc moi je pense que l'inverse, c'est un rassemblement ou en tout cas une coordination minimale, soyons pas trop utopiques. Un rassemblement, moi j'ai proposé une maison commune, une version déjà un peu maximale, un peu ambitieuse, mais il faut proposer de l'ambitieux pour avoir moins. Mais il faut, si vous voulez, il faut un rassemblement des souverainistes ou une coordination minimale. Au moins qu'on se parle, qu'on travaille ensemble, qu'on lance des offensives ensemble, qu'on se tire surtout pas dans les pattes. Ça, je pense que maintenant, on y arrive à peu près. Et qu'on se connaisse, on y arrive aussi. Je vous donne des raisons quand même d'espérer. C'est que par rapport à il y a 1 an, le milieu souverainiste se fréquente et se coordonne quand même beaucoup plus. Voire avant ne se connaissait pas ou se détestait. Voilà, c'est plus le cas. Donc on a quand même progressé. Après, il ne faut pas être trop utopique. Mais et là, vous avez tous un rôle à jouer parce que ça vient. La pression, elle vient de vous. Hein. Pour dire à tous les chefs, pensez d'abord à la France et à vous rassembler, à vous coordonner. C'est à vous de mettre la poussée. Hein. Parce que la force d'attraction de la présidentielle, des candidatures en tout genre, etc., est tellement forte. Vous voyez, il y a une force d'attraction, donc vous êtes collé au sol. Pour qu'il y ait une poussée suffisante pour que ça prenne son envol, il faut vraiment pousser, quoi. Et ça, il n'y a que vous. Il n'y a vraiment que vous. Et je vous dis que c'est un impact. Je vous assure que c'est un impact. Je vous assure qu'aujourd'hui, tout le monde regarde ses commentaires sous les Facebook, les YouTube, etc. Tout le monde regarde ce que les gens écrivent. Et quand vous voyez 50 personnes qui écrivent la même chose, qui vous engueulent sur le même sujet en suivant, je vous assure que ça vous fait réfléchir le jour et la nuit. Donc ne croyez pas que c'est sans impact, c'est un impact énorme. Voilà. C'est un impact énorme parce que les gens, vous n'avez pas, surtout dans nos temps si bizarres, là, on est tous masqués, etc., on ne se voit plus, on n'a pas tant l'occasion de ça, de rencontrer tant de monde que ça. On en voit finalement maintenant beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc ce que chacun écrit a un impact. Donc ça, c'est à vous de jouer. Voilà. Alors,
On a une petite contrainte supplémentaire par rapport à avant, par rapport à il y a encore 5, 7, 10 ans, c'est qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'installer dans la durée un débat de fond. Parce qu'il y a le phénomène zapping des chaînes info et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un débat de fond, il dure 3 heures. Puis on est passé au suivant. Je vous ressortirai, vous voyez, je les ai même plus en tête, mais je vous ressortirai des débats qui faisaient l'actualité, la une, il y a 3 semaines, vous me direz, ah, vous aurez même déjà oublié. Tellement, alors que c'était vraiment la une il y a 3 semaines, quoi. Tellement maintenant, et ça, c'était quand même pas totalement le cas avant. Les choses avaient le temps de s'installer un peu plus dans la durée, donc on pouvait un peu plus creuser un sujet et éveiller un débat de fond. C'est plus compliqué aujourd'hui, il faut faire avec. Les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages qui sont aussi des inconvénients. Voilà. Les chaînes info ont quelques avantages, un peu plus de visibilité peut-être, un peu de temps en temps, mais elles ont aussi beaucoup d'inconvénients. Voilà, bon. Par ailleurs, moi, mon opinion, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais moi je pense que tout ne viendra pas de l'électoral. Plus maintenant. Je pense qu'on est à un tel point de... Et si vous voulez, en plus, l'électoral, c'est tellement biaisé. Ça dure 3-4 mois. Vous avez en face plein de médias et plein de fric qui se déversent, plein de propagande, c'est terrible. Alors, il peut toujours se passer des choses, mais moi, je pense que... Ceci dit, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut déserter le terrain électoral, pas du tout. Et ne serait-ce que parce que c'est une tribune et parce que c'est voilà, c'est un moyen de toucher du monde. Mais je pense, si vous voulez, que tout ne viendra pas de là. Et je pense que la France se sauvera s'il y a un soulèvement populaire. Mais attention, un soulèvement populaire avec une issue politique. Il ne s'agit pas de retourner en rond pendant 1 an sur ces ronds-points. Et Dieu sait que je respecte les Gilets jaunes. Moi, des ronds-points, j'y suis allé 30 fois ou 40 fois sur 40 ronds-points différents. Et j'ai discuté, j'ai passé 3 heures avec les gens, avec les Gilets jaunes et dans des ambiances magnifiques. Et j'ai rencontré des gens superbes et très intéressants. Mais au bout d'un moment, eux-mêmes, ils ont bien vu qu'ils tournaient en rond. Puis il y en a qui sont partis parce qu'ils en avaient marre, ou ils se sont fait chasser parce que récupérés par des groupuscules France Insoumise, machin. Et puis la répression, évidemment. Et donc, mais même au-delà de ça, si vous voulez, on aurait pu faire face à la répression si au moins on savait où on allait, s'il y avait une issue politique construite, solide. Il n'y en avait pas. Et il ne fallait pas en entendre parler. Pas tous, il y en a qui avaient bien compris, mais globalement, il ne fallait pas. Bah oui, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous faites quelque chose et vous dites non, le sort de la France ne va pas changer parce que vous bougez tous les samedis. Au bout d'un moment, le pouvoir, il s'en moque. Quand il voit que dans l'opinion, il y a de moins en moins de soutien, qu'il y a de moins en moins de monde dans les rues, etc., il se dit c'est gagné. C'est gagné. Et puis les derniers, ils passeront pour les extrémistes de service et on pourra taper dessus comme des sourds comme on veut. Il n'y aura plus grand monde pour les défendre. Voilà. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Donc moi, je ne dissocie pas les deux. Nous avons le devoir, en tout cas moi je suis président d'un mouvement politique, j'ai le devoir de travailler très sérieusement à une issue politique, pas seul, avec d'autres, et on le fait. En tout cas, vraiment, je pense que depuis bien avant, mais en tout cas de manière peut-être plus visible depuis le confinement et la crise sanitaire, on y prend notre part. Enfin, moi j'essaie vraiment inlassablement de travailler tout ce qui se passe, d'alerter et surtout de proposer des choses. Voilà. Mais on est très nombreux à le faire et cette histoire du confinement et de la crise a permis de révéler aussi des gens qui ont allumé leur caméra, qui ont pris leur micro et qui ont pris la parole et qui se sont investis, qui sont apparus eux-mêmes dans le débat public et dans le débat politique au sens noble du terme. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Voilà, si vous voulez, à peu près aujourd'hui ce que j'avais à vous dire dans cette conférence. Je vais vous dire maintenant le fond de ma pensée totale. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les 2 ans. Très, très sincèrement, je vous le dis vraiment comme je le pense, là, aujourd'hui, Macron est réélu. Voilà, faut pas se... Mais en même temps, une fois que j'ai dit ça, ça vaut pas grand-chose. Regardez 2 ans en arrière, est-ce que vous auriez prévu tout ce qui s'est passé en France? Bien sûr que non. Gilets jaunes, crise coronavirus, récession historique, confinement, délire aujourd'hui sur les libertés, etc. Est-ce qu'une seconde, vous auriez dit, il va se passer ça en France entre 2018 et 2020? Bien sûr que non. Et encore, ça n'a même pas 2 ans. Les Gilets jaunes, ça a commencé le 17 novembre. En moins de 2 ans. Vous imaginez ces bouleversements incroyables. Donc, si vous voulez, bien malin qui dit ce qui va se passer dans les 2 ans en France. Surtout qu'on voit bien que les choses semblent s'accélérer et qu'il peut se passer plein de choses. Voilà. Ce que je sais simplement, donc je ne sais pas, moi voilà mes idées, j'ai réfléchi beaucoup à tout ça, voilà à peu près la stratégie que j'ai en tête et que j'essaie de pousser de toutes mes forces, mais
je ne vois pas là le bout du tunnel maintenant, je ne vois pas très bien comment ça se passera, je ne vois pas très bien par quel biais, je n'ai pas de capacité, il y en a peut-être qui voient mieux que moi, moi je suis assez limité de ce point de vue-là, je ne vois pas très bien par quel chemin ça va passer, bien sûr, mais je ne vois pas très bien. Ce que je sais juste, c'est que là aujourd'hui, le plus grand mal qui nous guette, c'est la désespérance. La France, pour ceux qui aiment la France, c'est quand même... Il y a de quoi pleurer, enfin, je veux dire, c'est quand même une tristesse. Ceux qui sont amoureux de l'histoire de France, de nos paysages, de notre histoire, de notre culture, de tout, tout est à pleurer, quoi. De l'esprit français, tout est triste, fondamentalement triste. Et de voir son pays qu'on aime tant dans cet état, c'est tellement déprimant. Et en plus, ça allait tellement vite. Mais le pire, c'est de tomber dans cette désespérance, ou cet état de tristesse. Il ne faut pas, parce que là, on est sûr d'avoir perdu. On ne sait pas quel chemin ça prendra pour gagner si on se bat, mais au moins on se bat et on se donne une chance. Si on ne se bat pas, on est sûr de perdre, à 100%. Voilà. Donc, c'est un peu comme le loto, hein, si vous voulez. Tous ceux qui ont gagné ont tenté leur chance, quoi. Donc voilà, il faut absolument se battre. Je sais juste qu'en tout cas, il ne faut pas tomber dans la désespérance. Et pour maintenir cette flamme de l'espérance quand même allumée, vivante, vibrante, même si elle est toute petite, même si c'est une flamèche au début, il faut agir, il faut se rassembler, il faut être intelligent et il faut dire juste la vérité. Voilà. On en est à des temps qui sont des temps absolument presque cataclysmiques, hein, pour notre pays. Dans ces moments-là, il ne faut pas finauder, il ne faut pas serpenter, il faut dire la vérité et il faut le dire dans la droiture. Et je pense qu'il n'y a que ça aujourd'hui à faire, il n'y a que ça qui paiera. Et ensuite, il faut avoir un esprit d'amitié, un esprit de solidarité, un esprit de fraternité, un esprit de rassemblement et d'intelligence entre nous. Et je ne peux pas croire qu'à la fin, on ne gagne pas. Je suis persuadé qu'à la fin de l'histoire, il est prévu qu'on gagne. Voilà, merci beaucoup. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.